remercier d'avoir pensé à moi pour cette petite communication. Donc, il m'a été demandé de parler de la diaspora rwandaise face aux défis de solidarité et d'unité d'action. Bon, quand j'ai dit à mes connaissances que j'allais faire une communication sur les défis de solidarité et d'unité d'action au sein de la diaspora, ils m'ont répondu que tout avait été déjà dit et qu'ils ne voyaient pas de quoi j'allais parler. Mais je pense que répéter des choses que tout le monde sait déjà peut quand même être utile si cela nous offre une occasion d'en discuter pour confronter nos points de vue et peut-être trouver ensemble des solutions. C'est déjà pas mal, il me semble. Mais aussi pour bousculer nos certitudes, arriver à nous questionner en profondeur et ne pas nous contenter de ce qui est toujours dit et répété. Bon, très importante dans certains pays, éparpillée un peu partout dans le monde, la diaspora rwandaise est devenue une réalité incontournable dans le paysage international. Composée très majoritairement de réfugiés qui ont fui le pays au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, plus particulièrement vers la fin des années 50, au début des années 60 et pendant toute la décennie 90, cette diaspora accueille aujourd'hui des personnes de plus en plus nombreuses qui s'installent par d'autres voies, donc des hommes d'affaires ou bien des gens qui sont en mission politique et tout ça. Les pays d'accueil étant majoritairement les pays limitrophes du Rwanda, mais aussi d'autres pays africains et de plus en plus des pays d'Europe et du continent américain. Donc en Europe, la Belgique, la France, les Pays-Bas étant les pays d'accueil les plus importants. Alors, le terme diaspora, qui est appliqué à toute communauté vivant dehors de son pays d'origine, suppose en même temps, du moins là c'est mon point de vue, suppose en même temps une conscience d'appartenance et une volonté commune d'exister comme telle, en tout cas une certaine visibilité comme groupe organisé autour d'un passé et d'un destin commun. La diaspora rwandaise, elle, apparaît comme un monde divisé et désorganisé, incapable d'exister de manière durable et effective comme une entité soudée et cohérente dans ses actions. Aucun grand événement capable de rassembler, au-delà des clivages, aucune initiative commune, des commémorations qui se tiennent séparément, des grandes conférences ou des colloques qui rallient les uns et sont raillés par les autres, selon les organisateurs. Absence d'organes représentatifs inclusifs. Au contraire, on a une multitude d'associations sociales ou à vocation culturelle, des partis politiques, des coalitions qui se font et se défendent au gré des humeurs. Toutes ces initiatives témoignent certes d'efforts louables de mobilisation et de volonté d'action, mais elles apparaissent davantage comme une manifestation de notre désunion et de notre absence d'organisation. Cette situation de dispersion et d'absence d'organisation interroge et inquiète à plus d'un titre. J'en ai recensé 3, mais je ne crois pas être suffisamment donc avoir tout recensé. Donc elle interroge et inquiète d'autant plus qu'à l'heure où le Rwanda traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire, on est en droit d'attendre des Rwandais de l'étranger un rôle majeur dans les initiatives visant à débarrasser le Rwanda du FPR. C'est un devoir d'urgence vis-à-vis de nos frères restés au pays, mais aussi pour nous et nos enfants. Deuxièmement, elle interroge et inquiète car dans le contexte difficile de l'exil, nous avons besoin de nous serrer les coudes pour réussir. Non seulement nous ne pouvons pas compter sur la solidarité de nos compatriotes, mais nous devons aussi penser à nous protéger de leurs nuisances, supposées ou réelles. Aussi, elle interroge et inquiète, car elle hypothèque de manière irréversible l'éducation des jeunes générations à cette rwandité que l'exil a rendue lointaine.
Que vont devenir nos enfants, condamnés à chercher eux-mêmes les réponses aux multiples questions qui se posent sur leur pays et à trouver seuls des solutions aux problèmes que pose leur déracinement? Mais surtout, elle interroge et inquiète, parce que nous en sommes tous conscients, en connaissant les conséquences que nous subissons quotidiennement dans notre chair et notre esprit, mais n'arrivons pas à nous surpasser pour construire à la place quelque chose de nouveau, capable de nous amener vers où nous souhaitons aller. Là est la vraie question. Hutu, Tutsi, Tiga, Nduga, nous nous méfions les uns des autres, voire nous nous détestons. Qu'y a-t-il d'étonnant en cela? Les raisons ne manquent pas. Ces antagonismes qui ne datent pas d'hier n'ont jamais trouvé de véritable solution, se sont cristallisés au cours des âges et ont été exacerbés par les événements tragiques de notre histoire récente. Des événements qui ont d'ailleurs créé de nouvelles contradictions autour desquelles nous nous déchirons de plus belle. Nos filiations idéologiques et politiques d'avant le débâcle, le moment, le motif et le chemin de notre exil, l'endroit où nous nous sommes installés. Tout cela est source de tensions et de conflits entre nous. Cela est connu, dit, répété 1000 fois, nous le savons. Mais pourquoi, je le répète encore une fois, nous n'arrivons pas à nous surpasser pour construire quelque chose de nouveau, capable de nous amener vers où nous souhaitons aller? Face à l'adversité, le bon sens devrait nous dicter de nous rencontrer et travailler la main dans la main. Je ne voudrais pas minimiser l'étendue et la profondeur des clivages dont est traversée notre société, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, mais je ne crois pas qu'il soit la cause principale de notre manque d'organisation, ni de notre incapacité à mettre en place de manière durable des actions efficaces. Je ne mets pas de relation de causalité entre les deux. Je situe plutôt nos divisions et notre incapacité à les dépasser sur le même plan que cette incapacité à nous organiser et à agir. Comment pouvons-nous croire en effet que ce sont les clivages Hutu-Tutsi, Tiga-Nduga qui empêchent les Rwandais de s'organiser quand nous n'observons aucune action cohérente et conséquente au sein de ces groupes pris séparément? Est-ce que vous connaissez quelque chose qui marche chez les uns ou chez les autres? Au lieu de focaliser notre regard sur ces désunions, essayons plutôt de nous interroger sur cette absence d'organisation. Mon hypothèse est simple. Les Rwandais sont désorganisés parce que dans leur grande majorité, ils n'ont aucune volonté de s'organiser. Combien en effet la multitude d'associations et de partis a-t-il d'adhérents? Même les événements les plus anodins, les plus neutres, comme la commémoration des apparitions de Kibero, n'arrivent pas à mobiliser. Les Rwandais sont en débandade, au vrai sens du terme. Les traumatismes nés de la guerre et la peur expliquent cette situation. Et ceci n'est pas valable uniquement pour une partie d'entre nous, mais pour l'ensemble des Rwandais, qui qu'ils soient et où qu'ils se trouvent. Les traumatismes. En l'espace de 10 ans, les Rwandais ont accumulé un nombre impressionnant d'événements tragiques dont il est humainement impossible de sortir intact. La guerre, sur une fond d'une opposition politique d'une violence jamais connue, les génocides et autres massacres de masse, l'exil, les emprisonnements de masse, la chasse à l'homme dans les forêts du Congo. Nos femmes, nos mères, nos enfants ont été violés sous nos yeux. Nous avons vu nos bébés mourir de faim ou servir de repas aux animaux des forêts. Nous avons été humiliés de toutes les manières. Nos élites ont été décimées. La liste serait longue, voire infinie, si je devais citer tout ce que ce peuple a subi se l'infligeant mutuellement. Comment penser que du jour au lendemain, il arrive à se relever
pour prendre son destin en main. Contrairement aux Juifs qui ont fondé Israël 3 ans après l'Holocauste, le peuple rwandais n'a pas une tradition, une organisation séculaire d'où elle pourrait tirer les ressources nécessaires pour se relever assez rapidement. Sa potentialité de résilience est faible, ce qui le met à la merci du premier venu. La peur. Les Rwandais ont peur, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à des milliers de kilomètres de celui-ci. Peur d'eux-mêmes, de ce qu'ils se savent capables de faire. Kuregana, kurogana, kubesherana, kurimburana nta mbabazi, etc. Ils ont peur du pouvoir de Kigali, implacable, sans pitié envers ses opposants. Ces méthodes d'une cruauté d'un autre âge, ils les revendiquent et s'en glorifient, font peur, découragent plus d'un. Les gens y réfléchissent à 2 reprises avant de se mettre en travers de son chemin. Voilà pour moi les 2 raisons majeures qui expliquent l'actuelle inertie des Rwandais. Comment expliquer autrement que ce peuple, qui d'habitude a tant de ressources, observe sans broncher son pays sombrer, se laisse dépouiller, spolier de tous ses droits sans bouger. Ce n'est ni les personnes capables qui manquent, intwari, abanyabwenge, inararibonye bose barahari, ni les ressources, ibintu ni ibishaka. Ce n'est pas de l'inconscience. L'abondance des écrits, des conversations ou des réunions comme celle-ci prouve que les Rwandais savent parfaitement ce qui se passe et veulent que les choses changent. Ce n'est pas non plus de l'indifférence ou de l'égoïsme. C'est juste que le ressort est cassé. C'est la débandade générale. Un peu comme un sexe qui ne peut plus entrer en érection. Le corps ne peut pas prendre ce que l'esprit désire. Des solutions existent pour redonner de la vigueur à ce cœur devenu impuissant. Lutter contre la peur et les traumatismes des événements que nous avons subis. Voilà, en termes de solutions, j'en ai proposé 3. Il faut arriver à assumer ce qui nous est arrivé. Et l'assumer, ça veut dire en parler, témoigner, écrire, chanter. Parce que ce qui n'est pas dit tue. Et c'est ce qui nous arrive. En nous taisant, nous mourrons à petit feu. La deuxième solution, c'est que notre action ne devrait pas se réduire à s'opposer, je dis au FPR, mais aussi à construire. Cette opposition est à mon avis d'ailleurs quelque chose que nous faisons assez mal, obligés que nous sommes de courir derrière les appâts qui lancent en l'air. Donc nous sommes tout le temps là à scruter, à réagir par rapport à ce que le FPR fait, mais ce n'est pas une opposition qui est prise en charge et qui est menée de manière indépendante et de manière autonome. C'est tout juste un peu comme un chien auquel on lance une balle, va chercher. Alors je dis, il faut arriver à construire. Ce qui peut nous aider aujourd'hui, plus qu'autre chose, c'est de faire construire un grand projet d'éducation des masses autour de notre rwandité. J'ai pensé à une association qui s'appellerait par exemple Rwanda Rwacu. Le nom lui-même est assez parlant. C'est notre Rwanda, c'est le Rwanda des Rwandais, et pas le Rwanda d'individus qui l'ont pris en otage et qui en usent et abusent à leur gré. Mais ça, c'est une éducation. Les gens doivent être éduqués justement pour s'approprier leur pays, donc le reconquérir. Et c'est une éducation qui doit être dirigée davantage vers les plus jeunes. Et tout cela peut être construit autour d'activités culturelles multiformes. La troisième solution que je propose, c'est qu'il nous faut entreprendre quand même, parce que je ne minimise pas les clivages qui traversent notre société, il faut entreprendre des actions de réconciliation. Ibidutandukanya bishobora guhinduka bikaduhuza. J'ai lu un article sur les cahiers de Colette Berkman. L'article s'intitule « En Belgique, les Rwandais vivent séparés ». Alors, elle brosse tout ce qu'il y a comme clivage, etc. Mais j'ai retenu un paragraphe que je vais vous lire, où elle dit « Entre les groupes
Des passerelles existent cependant. Pascal, j'imagine que c'est un nom d'emprunt, un universitaire Tutsi rescapé, assure qu'il entraîne d'excellentes relations avec de nombreux Hutus. Ce qui nous unit, c'est notre hostilité commune à l'égard du régime. Nous avons des réunions où nous préparons ensemble nos manifestations. Nous nous réunissons dans certains cafés en prenant bien garde à ne pas être écoutés, voire emprisonnés. Non, voire empoisonnés, excusez-moi. Pascal explique aussi qu'entre Rwandais, Hutus et Tutsis, nous avons appris à nous parler. Ce qui nous rapproche désormais, c'est la mémoire des souffrances vécues par les uns et les autres. Nous, les Tutsis, nous évoquons le génocide, mais nous ne sommes plus seuls à égrener des souvenirs douloureux. Les Hutus aussi ont souffert. Ils nous parlent de leur exil au Congo, des massacres dans les camps de réfugiés, des difficultés de l'exil. Tous nous sommes humiliés, meurtris. Et sur ces bases-là, on commence à se parler. Et sur ces bases-là, moi je pense qu'on peut aussi construire une réconciliation. Voilà, donc moi je termine ici mon exposé et je me